Madame et Messieurs fidèles téléspectateurs de la radio-télévision catholique RTCE, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top Manager, un magazine axé sur l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons justement parler de l'entrepreneuriat politique. Beaucoup de questions sont tellement posées. Est-ce qu'il est important que notre pays se développe avec la communauté internationale? Nous allons en parler aujourd'hui avec un entrepreneur politique, un président d'un mouvement politique. Lui, c'est Jean-Paul Moka, que nous allons justement découvrir dans cette première rubrique de cette émission, le portrait. Et puis on se retrouve justement après. C'est parti avec le portrait. Il s'appelle Jean-Paul Moka. De nationalité congolaise, Jean-Paul Moka est marié et père de plusieurs enfants. C'est digne fils du pays, a fait des études suivantes. Diplôme de doctorat en sciences politiques internationales, Jean-Paul Moka a également étudié à l'université St Andrews en Écosse, Harvard, Université Cambridge, Massachusetts aux États-Unis d'Amérique, et diplôme de ENAC en Belgique en gestion des ressources humaines et de l'économie. Jean-Paul Moka est également doyen de l'économie et du développement à la faculté des Jésuites de l'Université de Djouma en République démocratique du Congo et professeur de finances et d'économie depuis 2015. Concernant son expérience professionnelle, Jean-Paul Moka a débuté sa carrière en 1993 à la Chase Manhattan Bank en qualité des plus jeunes membres du Conseil des États de l'Europe, Moyen-Orient et dans les continents africains en tant que responsable de la planification stratégique avant de rejoindre City Financial, ancienne Citibank. Président des produits structurés à Londres en 1997, il était directeur des opérations au sein du groupe EB Consulting, EBIN Bank, un groupe international des conseils bancaires et financiers. Enfin, Jean-Paul Moka est candidat à la prochaine présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous allons recevoir notre invité. Lui, c'est Jean-Paul Moka. Président, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. D'entrée de jeu, la toute première question est celle de savoir est-ce qu'il est nécessairement important que notre pays puisse se développer avec la communauté internationale? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Oui, parce que nous vivons aujourd'hui dans la globalisation. Tout ce qui peut se passer ailleurs a une influence directe sur ce que nous faisons en RDC. De la même manière, ce que nous pouvons faire en RDC va avoir des conséquences et des implications sur l'extérieur. N'oubliez pas que la RDC possède toute une série de richesses qui influencent et qui intéresse le reste du monde. Et la gestion des marchés mondiaux, je parle ici des marchés financiers, ont un impact direct sur l'économie mondiale, donc directement par exemple sur le cours des matières premières et donc directement sur la vie de chaque Congolais. Donc bien sûr, c'est une équation sine qua non. Nous ne vivons plus en vase clos. N'oubliez pas qu'au-delà de la gestion de la planète Terre, la planète bleue, il y a également les préparatifs au cas où il y aurait un problème sur notre planète pour pouvoir survivre ailleurs. Et donc ça, c'est un effort global qui concerne tous les gouvernements du monde. On n'aimerait pas se retrouver dans une situation où il y a guerre nucléaire, où il faut quitter la planète et il n'y a pratiquement aucun représentant de la RDC dans les mécanismes de contingence qui seraient pris en compte pour pouvoir évacuer la planète. Donc bien sûr, nous sommes dans le même bateau qui s'appelle la planète bleue, la planète Terre, et donc c'est une équation sine qua non. Donc la RDC doit se développer, bien sûr, toujours avec la communauté internationale. Sans la communauté internationale, notre pays ne peut pas se développer. C'est une évidence. Président, vous êtes président d'un parti, un mouvement, un parti politique? Oui, bien sûr, le mouvement bleu est un parti politique. Ok. Peut-on comprendre et savoir aujourd'hui votre projet de société, surtout pour la jeunesse congolaise, parce que c'est ça d'ailleurs la grande question? Bien, nous avons, nous, dit
que notre priorité, c'est d'abord la lutte contre le vol de l'argent de l'État, ce qu'on appelle la corruption, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette lutte contre la corruption, nous récupérons 100 milliards de dollars. Et dans les 100 milliards de dollars, il y a 27 milliards qui sont alloués pour l'armée, dans lequel nous réduisons les effectifs à 30 000 hommes et nous utilisons les 120 000 hommes supplémentaires pour aider dans des travaux d'ordre public, construire des ponts avec les villageois, construire les routes, construire les hôpitaux. Et au niveau des 30 000 restants qui suffisent pour protéger notre territoire, nous allons les former davantage, augmenter leur base salariale et leur donner les outils technologiques, puisqu'aujourd'hui, la protection des territoires passe nécessairement par la technologie. Maintenant, le second volet, c'est celui du social. Et dans le social, nous prévoyons 25 milliards de dollars, dans lequel 18 milliards constituent des allocations de soutien à la population. Je m'explique. Vous êtes journaliste, vous recevez un salaire de votre travail, donc vous payez une taxe à l'État. Eh bien, cela vous qualifie pour le plan MOCA. Tout ceci fait partie de ce que nous appelons le plan MOCA, un plan qui a été étudié depuis 17 ans avec l'aide de plusieurs nationalités. Plan MOCA. Le plan MOCA. Dans les 500 dollars que nous vous donnons tous les mois, que nous appelons allocation de soutien, cela au-delà de votre salaire, nous retirons un montant pour, par exemple, vos frais académiques. Voilà quelque chose qui directement impacte la vie d'un étudiant qui, à l'époque, avait des bourses, à l'époque de Mobutu, je veux dire, et qui aujourd'hui n'a plus rien. Nous retirons également un montant pour payer l'eau, l'électricité, mais également pour les frais médicaux. C'est ce que nous appelons une mutuelle de santé. Vous savez aujourd'hui que la jeunesse est régulièrement malade à cause évidemment des conditions hygiéniques dans lesquelles ils vivent. Ça, c'est quelque chose qui a un impact directement sur la jeunesse. Vous allez à l'hôpital vous faire soigner et vous ne payez pas parce que vous avez votre carte de mutuelle. Qu'il s'agisse de la malaria, de la typhoïde, et que sais-je encore. Ça, c'est un impact direct sur la vie du jeune. Mais il y a également les prêts hypothécaires. C'est-à-dire, nous vous donnons à vous l'occasion de pouvoir construire votre propre maison grâce à un prêt hypothécaire que vous recevez de votre banquier. Et nous, en retour, nous produisons une garantie à cette banque. Grâce à votre fiche de salaire, eh bien, vous obtenez ce prêt hypothécaire qui vous permet de payer votre maison sur 15 ou 20 ans et dans lequel la banque retire plus ou moins 150 dollars par mois. Il restera encore, après tout cela, 150 dollars que nous vous donnons en main. Vous voyez tout de suite l'impact sur la vie du jeune. Eh bien, ce n'est pas terminé. La plupart de nos jeunes sont chômeurs. Alors, quelle politique pour les chômeurs? Eh bien, d'abord, il y a notre politique fiscale qui va, plus ou moins à l'image de Dubaï, entraîner toute une série d'investissements dans notre pays. Ça, c'est notre politique fiscale. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas de pétrole, contrairement à ce que les gens pensent. Eh bien, cela va augmenter non seulement l'assiette fiscale à cause de la masse d'investisseurs qui viennent, mais il y a également des incitants fiscaux que nous donnons à ces entreprises pour qu'ils puissent embaucher les jeunes. Voilà le jeune qui se retrouve en entreprise pour un stage. Mais pendant le stage, le jeune n'est pas là à se balader dans la rue pour faire des copes. Il apprend un métier, il est nourri, il mange. Et quand il rentre à la maison, il a appris quelque chose, mais il a également un per diem. Vous comprenez tout de suite le changement dans la vie de ce jeune qui vient de terminer ses études et qui d'habitude devait circuler à gauche et à droite pour regarder un match de football ou bien pour faire une cope qui n'est pas nécessairement garantie. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Eh bien, après une année, ce jeune donne satisfaction à l'entreprise et nous disons à l'entreprise, nous sommes prêts à réduire davantage vos charges fiscales. En échange, vous embauchez ce jeune. Est-ce que vous êtes content de son travail?
Ils nous disent oui. Eh bien, vous l'embauchez. En échange, nous réduisons vos charges fiscales. Voilà un jeune qui n'avait pas de travail après l'université, qui a pu faire un stage, qui est rentré chez lui, sûr de lui, rempli parce qu'il a un boulot, parce que maintenant il a un statut social, parce que maintenant il a quelque chose en poche, et le voilà maintenant dans un travail, dans lequel il perçoit évidemment un salaire. Eh bien, parce qu'il perçoit le salaire, donc du coup, il paye ses taxes à l'État, il se qualifie pour le plan MOCA, donc accès à l'eau payée, accès au courant payé, accès aux frais médicaux, accès aux frais académiques, parce que ce jeune qui est peut-être licencié ou peut-être gradué a envie de poursuivre ses études. Donc, il peut obtenir une bourse par rapport à cela. Et enfin, accès aux prêts hypothécaires. Il n'habite plus chez les parents, il n'est plus locataire, il est propriétaire d'une maison en moyenne de 4 chambres, il peut sous-louer 3 chambres et habiter chez lui et continuer sa vie avec une épouse et des enfants. C'est cela que nous offrons aux jeunes, et évidemment je suis conscient que nous sommes le seul parti politique dans ce pays à offrir un programme aussi concret et aussi attractif. Mais là, je vous donne le résumé en quelques minutes d'une étude de 17 années qui a impliqué plusieurs nationalités. Plan MOCA, il est tout à fait, je peux dire, splendide, mais Président, il y a une question là-dessus. Estimez-vous à combien les salaires d'un jeune Congolais? Parce qu'avec tout ce que vous avez évoqué, les frais bancaires, tout est inclus, mais les salaires en question, c'est estimé à combien? Le salaire, ce n'est pas le problème du gouvernement. Le salaire, c'est la politique salariale de l'entreprise. Le gouvernement ne peut pas imposer sa politique salariale à l'entreprise. Ça, c'est l'initiative privée des entreprises. Bien que nous avons une politique fiscale très libérale et une politique sociale plus ou moins interventionniste, et pour cela je m'en excuse, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons affaire à une population qui est totalement pauvre, donc il faut l'intervention du gouvernement. Mais je ne peux pas dans cette politique commencer à faire de l'interventionnisme dans la politique salariale de l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise qui décide. Merci Président pour la réponse. Il y a une question encore, Président. Comment d'abord jugez-vous le climat ou l'entrepreneuriat dans notre pays? Il est propice? Il est comment? Si vous parlez de l'entrepreneuriat d'entreprise, vous le savez comme moi que si ça fonctionnait si bien, nous n'aurions pas le genre de taux de chômage que nous avons aujourd'hui dans ce pays. Si ça fonctionnait si bien, nous n'aurions pas le genre de pauvreté d'État que nous avons aujourd'hui. Si ça fonctionnait si bien, nous n'aurions pas des problèmes avec ceux qui essayent de nous aider, c'est-à-dire ici les compagnies internationales qui viennent travailler ici et qui, lorsqu'ils ont un problème, ils doivent passer au tribunal, et au tribunal, vous savez comment ça se passe, c'est au plus offrant. Donc, le tableau de l'entrepreneuriat dans notre pays, malgré l'esprit d'entreprise du Congolais, eh bien, ça ne fonctionne pas. D'où le niveau de pauvreté qui est très haut. Si nous avions un tableau tel que celui qu'on voit dans d'autres pays où l'entrepreneuriat est très fort, par exemple, je parle ici du Nigeria, eh bien, vous verrez une différence dans le revenu moyen du citoyen. Donc, ce n'est pas le cas. Et donc, nécessairement, il faut une restructuration en profondeur, aussi bien au niveau législatif, c'est-à-dire au niveau des lois, qu'au niveau des incitants qu'il faut mettre en place, qu'au niveau de la formation, dans plusieurs niveaux, pour relancer ce cadre entrepreneurial dans ce pays. Monsieur Moka, vous avez évoqué justement ici, lorsque vous avez présenté votre projet de société, qui est justement élevé à 100 milliards de dollars, 100 milliards je crois de dollars, oui. Vous avez dit que 18 milliards sera loué à la société, s'il faut dire. Alors, ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, bien sûr. Alors, dites-nous, quel est le secteur que vous trouvez propice pour entreprendre? Le premier secteur que vous trouvez vraiment propice pour entreprendre? C'est une réponse qui est très simple, c'est l'agriculture. Notre pays a un potentiel agricole qui est extraordinaire. Nous pouvons aujourd'hui, avec l'agriculture de ce pays, nourrir non seulement l'Afrique entière, mais également une bonne partie de l'Europe méditerranéenne.
Et donc c'est là-dedans qu'il faut d'abord investir. Alors si ça ne marche pas dans ces secteurs, selon vous, c'est peut-être quoi la raison? Bien, les raisons seraient très simples. Ce serait d'abord la corruption. Ce serait des lois qui ne permettent pas aux coopératives et aux petites boîtes de pouvoir fonctionner. Ça pourrait être une grande mainmise des multinationales à qui nous faisons appel, et pour cela j'ai déjà des solutions dans le plan MOCA. Ça pourrait également être une incapacité à écouler nos produits vers l'extérieur, c'est-à-dire tout l'aspect logistique, mais également tout l'aspect des tarifs douanières avec d'autres pays. Ça pourrait être une lacune dans les accords que nous avons avec d'autres pays de l'extérieur qui pourraient se sentir, comment dirais-je, motivés à accompagner la RDC dans sa nouvelle dynamique de développement. Donc ça pourrait être toute une série de paramètres à ce niveau-là. Mais évidemment, quand on connaît ces paramètres, on met en place les stratégies et les politiques qui vous permettent d'aboutir. Mais au centre de cela, il y a toujours l'élément crucial qui est le Congolais lui-même. Donc nous devons investir dans le Congolais en termes de formation. Moi, j'ai un leitmotiv, je parle de révolution culturelle, je ne parle pas de changement de mentalité, et donc c'est cette révolution culturelle qui va permettre aux Congolais de pouvoir s'acheminer doucement et paisiblement dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle voie vers un Congo nouveau que je compte diriger demain. Dans vos propos, nous sentons que vous avez ces grilles-là de barrer la route à la corruption dans notre pays, mais comment y parvenir? Ça date de très longtemps cette histoire, et vous n'êtes pas la première personne à en parler. Vous savez, permettez-moi de ne pas donner mes secrets ici, parce que comme c'est ma clé principale pour réussir mon plan MOCA, eh bien, vous m'avez peut-être vu dans des centaines d'interviews, on ne m'a pratiquement jamais posé cette question. Je peux donner des principes généraux, mais mes clés, je ne vais pas les donner, parce que ça, c'est ma clé principale. Ce que je peux dire, c'est que si d'autres n'ont pas réussi, ce n'est pas une raison pour que je ne réussisse pas. Vous avez vu d'autres pays en Afrique qui avaient affaire à ce problème, et il y a des nouveaux présidents qui sont arrivés. Eh bien, cette problématique a été balayée et complètement changée. Donc, c'est possible. Maintenant, si vous regardez l'histoire de la corruption au travers du monde, vous verrez qu'il y a des pays qui ont notoirement réussi dans ce domaine et qui aujourd'hui soit sont des superpuissances. Je pense aux États-Unis d'Amérique qui a fait face à cela vers les années 20. Je pense ici à des pays tels que l'Italie. Je pense même à la Belgique qui a fait face à ce problème. En Afrique, il y a plusieurs exemples à côté de nous où ils ont réussi dans cette affaire. Donc, nous allons, nous, faire le même chemin avec une volonté politique appliquée, avec des stratégies qui ont été éprouvées ailleurs, avec des équipes qui comprennent l'importance morale de cette lutte contre la corruption, parce que l'argent de l'État appartient d'abord aux Congolais. Ça n'appartient pas à une clique d'individus. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, Président MOCA, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne croient pas à l'entrepreneuriat. Vraiment, beaucoup de gens, de jeunes, je le dis bien, sont vraiment sceptiques par rapport à l'entrepreneuriat. Quel message avez-vous à lancer à tous ces jeunes qui ne croient pas à l'entrepreneuriat? Croire à l'entrepreneuriat, il faut toujours croire à l'entrepreneuriat. Et surtout quand vous êtes dans un environnement où on ne vous donne pas votre chance. Vous n'allez pas avoir un boulot parce que vous n'êtes pas le fils d'un tel. Vous n'allez pas avoir un coup de pouce parce que vous n'êtes pas marié à un tel. Et vous vivez dans un environnement totalement paupérisé. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester chez vous? Non. Vous allez entreprendre. Vous êtes obligé d'entreprendre. Et donc, comme vous êtes dans l'obligation d'entreprendre pour vous nourrir, pour vous marier, pour prendre soin de vos enfants, et pourquoi pas aider vos parents, donc c'est une voie obligée. Alors, la question ne se pose pas si oui ou non il faut croire à l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a d'autres raisons qui viennent par la suite, voilà, telles que, eh bien, il n'y a aucun pays au monde qui va évoluer sans l'émergence d'une classe moyenne. Et la classe moyenne, c'est principalement l'entrepreneuriat.
D'accord? Vous n'allez pas avoir votre indépendance financière si vous dépendez tout le temps de quelqu'un qui a la liberté de vous chasser du boulot parce que ce jour-là, un moustique l'a piqué. Hein? Donc, l'entrepreneuriat est une obligation de survie. C'est une obligation, je dirais même, de protection pour sa famille et pour les siens. Quel message avez-vous à ces jeunes qui rencontrent beaucoup de contraintes par rapport à l'entrepreneuriat? Comment y surmonter? D'abord, pour entrer dans l'entrepreneuriat, il y a des règles de base. Lesquelles? On ne s'improvise pas entrepreneur. On peut avoir l'envie d'être entrepreneur. On peut être dans l'impasse de devoir être un entrepreneur. Mais il y a quand même 7 principes fondamentaux que je tiens à dire ici. C'est quoi les règles? D'abord, au départ, il faut avoir une vision. Si vous n'avez pas une vision par rapport à ce que vous voulez faire, vous faites quelque chose simplement parce que vous avez vu la personne à côté vendre des bics et vous décidez de vendre des bics. Non, ce n'est pas ça une vision. Une vision, c'est un cri profond de l'intérieur qui vient de vous et qui vous donne une idée nouvelle et qui vous dit c'est par là que vous allez réussir. D'accord? Ensuite, il vous faut faire une étude de marché. Une étude de marché ne nécessite pas nécessairement des coûts faramineux pour avoir des consultants. Allez voir là où se fait cette chose-là que vous avez envie de faire. Renseignez-vous sur les prix, sur les manières dont ils écoulent leurs produits, sur le type de clientèle qu'ils ont. Comment est-ce que ces clients sont satisfaits ou ils ne sont pas satisfaits. Ça, c'est un petit peu l'étude de marché. Ensuite, il y a ce que je dirais les stratégies. Vous devez penser à des stratégies que vous allez mettre en place pour pouvoir réussir ce que vous voulez faire. Mais il y a également le coût de vos ressources humaines. Est-ce que vous allez le faire seul? Est-ce que vous allez le faire avec quelqu'un? Eh bien, ce quelqu'un-là, quel type de profil il va avoir? Vous allez simplement prendre votre cousin parce que c'est votre cousin, alors que vous savez très bien qu'il n'a pas la capacité de vous accompagner. Voilà. Vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre votre rêve. La méritocratie. Exactement. Donc, vous commencez par cette méritocratie autour de vous. Ce sont les ressources humaines. Ensuite, il y a les finances. Vous devez estimer tout cela va vous coûter combien. C'est là où les bas blessent, président. Mais s'il vous faut des finances, s'il vous faut un 10 000 $, eh ben, vous allez peut-être étudier, est-ce que je peux commencer avec 5 000? Et les 5 000, je vais les trouver comment? Peut-être que vous allez devoir trouver un boulot quelque part à nettoyer et qui va vous permettre de faire des économies. Avec un compte en banque, si votre banquier voit que tous les mois, vous introduisez 200 $, il peut, après un certain temps, 6 mois, dire, voilà, on vous accorde un crédit. Un crédit de 5 000 $ sur la base d'un projet que vous avez présenté. Et donc, vous obtenez vos 5 000 $ pour pouvoir commencer ce que vous voulez faire. Il vous faudra innover. C'est-à-dire, vous n'allez pas simplement faire ce que les autres font. Parce que si vous faites simplement ce que les autres font, il y a beaucoup de chances que vous n'allez pas réussir. Donc, il faut apporter quelque chose de nouveau que votre client, parce que c'est d'abord lui qui compte. C'est le cœur, c'est le nœud de ce que vous voulez faire. C'est votre client. Eh bien, si vous lui apportez des nouveaux prix, si vous lui apportez une nouvelle manière de livrer son produit, eh bien, vous allez voir que ce client va dire, tiens, moi, je vais acheter mes bananes là-bas plutôt que là-bas. Eh bien, tout cela va permettre que vous puissiez réussir. Ce sont les 7 principes fondamentaux de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat exige aussi la particularité. Ah, bien sûr, ça c'est dans l'innovation. Ça c'est dans l'innovation. Et vous ne pouvez pas faire l'innovation si vous ne connaissez pas les particularités du marché. Vous ne pouvez pas faire l'innovation si vous ne connaissez pas les particularités du marché dans lequel vous allez entrer. Et généralement, vous allez entrer dans un marché niche. C'est-à-dire un marché qui au départ peut paraître minime, petit, insignifiant. Je vais donner un exemple. Peut-être qu'il s'agit simplement de fils de fer qu'il faut fournir à des entreprises impliquées dans la construction. Mais il se fait que pour ces fils de fer-là, il n'y a personne qui les vend et que ces entreprises sont à chaque fois obligées de les sous-traiter à d'autres personnes. Vous pouvez venir voir cette entreprise en disant, vous sous-traitez cela là-bas, vous payez 100 $, moi, je peux vous les fournir à 80 $. L'entreprise va dire, ah ouais, vous allez me fournir ça. Oui, monsieur. Et vous montrez les preuves.
moi je peux vous fournir ça à 80 $, testez-moi sur une petite quantité, et si vous êtes satisfait, on peut augmenter la commande. Donc il faut nécessairement connaître le marché, connaître le client pour pouvoir innover. Alors, Président Jean-Paul Moka, nous allons parler de cette dernière thématique parce qu'il y a un adage qui dit si vous ne vous occupez pas de la politique, elle va bien sûr s'occuper de vous. Aujourd'hui, il y a certaines bouches qui parlent de l'assainissement de la classe politique de notre pays. Vous en trouvez quand même propice ou non? Bien sûr que c'est propice. Comment voulez-vous un pays puisse fonctionner avec 640 et quelques partis politiques et on ne voit aucun changement dans une population qui est assise sur la plus grande richesse au monde? Mais cet assainissement-là, ce n'est pas un assainissement télécommandé. Voilà. C'est comme la loi de la nature. Les meilleurs vont survivre et les meilleurs vont permettre une évolution. C'est la loi de l'évolution. Le gouvernement peut aider dans cette loi de l'évolution en donnant certaines balises. Mais le gouvernement ne peut pas décréter du jour au lendemain « nous allons avoir 3 partis politiques ». Non, ça va être une évolution naturelle face aux exigences de la vie, face aux exigences de la politique intérieure, face aux exigences de l'économie mondiale. Et c'est cela qui va nous emmener vers l'assainissement dont vous parlez. Et alors, il faut assainir, comment ça va se passer? Il faut justement évacuer tous les vieux, parce que là, il y a les jeunes qui disent ça, il faut les évacuer. Mais comment ces vieux vont partir? Alors, comment nous allons y parvenir sans leurs expertises? Soyons logiques. Comment est-ce que vous voulez guérir un grand malade avec un vieux qui sait à peine marcher? Ou un vieux qui n'a pas toutes les ressources dont on a besoin pour emmener cet éléphant qui s'endort vers les sommets, c'est-à-dire vers les premières places du Conseil de sécurité. Hein? Donc, on peut avoir besoin de leurs conseils. Mais pour, entre guillemets, avoir sa place, il faut gagner les élections. Et pour gagner les élections, il ne faut pas s'affilier parce qu'un tel c'est ton cousin. Il faut s'affilier sur la base des idées. Si aujourd'hui les pays tels que la Belgique et les autres qui n'ont aucun minerai dirigent l'économie mondiale, ben c'est parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils s'allient autour des idées. Si vous voulez changer le Congo, eh ben, alliez-vous autour des idées. Qui a des idées? Qui a un projet? Qui a une proposition concrète pour ce pays? Quand vous allez faire cela, à ce moment-là, vous allez voir, vous serez député, vous serez conseiller communal au sein d'un regroupement politique qui va emmener le pays vers les verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Président Jean-Paul Moka, peut-être une dernière question. Vous encouragez les jeunes Congolais à entreprendre dans la politique? Non seulement je les encourage à entreprendre dans la politique, je les encourage surtout à pratiquer l'amour dans la politique. C'est-à-dire une politique de l'amour. C'est-à-dire une politique divine. Une politique qui est inspirée par les fondamentaux de la vie dans l'univers, c'est-à-dire Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'alpha, le commencement, et l'oméga, la fin. C'est la parole. Donc j'encourage les jeunes à courageusement porter leurs convictions philosophiques, spirituelles, dans l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, raison pour laquelle l'idéologie de base du mouvement bleu, c'est le psaume 23 du roi David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Président, c'est d'ailleurs par là que nous allons chuter. On arrive presque à la fin de notre entretien. Un dernier message à tous ces milliers de téléspectateurs de la RTCE en tant que président du mouvement bleu, mais aussi un entrepreneur politique. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes déjà au mois de mai. L'élection en décembre. Il faut vous organiser dans vos communes. Contactez-nous. Vous numéro de téléphone, vous contactez Bisso.
Tozan a besoin, il y a 900 000 témoins. C'est-à-dire 10 témoins par bureau de vote. Namboka Mobimba. Boleksa message Oyo, Nabatumsus. N'ayez pas peur. Mobilisez-vous là où vous êtes. Pouvoir Nayo. Ezali aux 8 téléphones de Bengi. Aux 8 téléphones au Tindi SMS. Aux 8 WhatsApp. Au Tindi message. Au Kotanakata circuit. Nous avons besoin de toi pour te gagner l'élection au Écolika en décembre. Pouvoir Ezali pour le peuple. Par le peuple. Avec le peuple. C'est toi le peuple. Kobanga Moutouté. Moutourbang sa Moutouazate. Alors agis maintenant. Parce que les députés, il faut te déposer liste na juin. Donc, tu as préparé la liste siko. Soko yebi batu ya valeur. Oyo bazon di ma idéologie oyo. Pas benga biso. Pas comme ba député na biso. To renouveler Parlement Mobimba. Neti, Monsieur Macron a salaki na France. Nous aussi, nous avons la capacité de le faire. Moutabangi sa ote o kombo ya boy, o kombo ya boy, o titre boy. Ba titre wana basalani na mboka oyo. Ba kombo wana basalani na mboka oyo. Et l'autre comme côté. Ce n'est pas parce que Kombo a moutou yebani que oh il faut bolanda. Ce n'est pas parce que moutazana mbongo na ye oh il faut bolanda. Est-ce que mbongo wana kopesa yo? Est-ce que mbongo wana eza yo? Idée oyo zana ngona katia moutou. Soki ekokani na oyo nazana ngo. Soki idée oyo na pesi ekokani na oyo zana katia motema na yo. Olingo bate la famille na yo, mwana na yo, papa na yo, maman na yo. Kolala lisusu te. Tango ya kolala eza lisusu te. Il faut agir aujourd'hui. Dès que yo ki message oyo soit à ma disposition, benga biso, et nous irons de l'avant. Que Dieu te bénisse. Président Jean-Paul Moka, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci à vous. Alors, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous écrit la semaine prochaine, même jour, même heure, avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.